Je suis très impressionné que vous soyez aussi nombreux un samedi, ce qui montre d'ailleurs l'intérêt du TAC et j'ai envie de dire du halo qu'il y a autour de cette façon de considérer le soin, puisque c'est de ça que l'on va parler maintenant. Alors, je n'y connais rien au TAC, voilà. Donc c'est très curieux que je sois en face de vous. Ma présence ici vient du fait que, en particulier, à l'Académie de médecine, je m'occupe de la commission 3, dont l'intitulé est Thermalisme et soins complémentaires. C'est un immense honneur. Et donc ça fait longtemps que je travaille sur les soins non conventionnels, les soins complémentaires. Et d'ailleurs, en ce moment, on a un groupe de travail sur la place de l'irrationalité en médecine pour essayer de comprendre ce qui se passe, et nous apprenons beaucoup de choses. Et donc, je pense que le TAC a une place très particulière là-dedans. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler. Alors, je pense que si vous êtes là aujourd'hui dans cette démarche de soins, vous l'aurez remarqué aussi, notre médecine occidentale est en tension. Voilà. C'est bon ? Excusez-moi. Alors, donc c'est une évidence, personne n'est content, ni les patients, ni les soignants. Et donc il faut se demander pourquoi, et je pense qu'une des explications, outre les problèmes médico-économiques, qui sont bien entendu importants, mais des problèmes de fond, épistémologiques, on pourrait presque même dire, avec ce gros mot que je ne maîtrise pas complètement, de mon point de vue, la médecine occidentale s'est enfermée dans une mythologie rationnelle. Alors, le mot rationnel est un mot compliqué. Donc je l'utilise avec beaucoup de guillemets là, hein, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est en fait c'est une mythologie d'apparence rationnelle. Donc elle s'enferme dans un discours de rationalité extrême. Alors historiquement c'est un peu vrai. Hein. Avant, le chamanisme, même la médecine hippocratique, en psychiatrie on a la mélancolie c'est la bile noire, d'abord elle est où ? On ne sait toujours pas de quoi il parlait vraiment. Et puis, bon, a priori, de ce qu'on sait de la dépression aujourd'hui, ça n'a pas grand-chose avec la bile noire, quelle que soit son origine, ou dans les glandes surrénales, ou dans la rate. A priori, c'est pas là que ça se passe. Donc, on voit que pendant longtemps, on a eu une médecine qui n'était pas vraiment rationnelle. Et donc, il y a eu... le philosophe Whitehead dit qu'au XVIIe siècle, il y aurait eu le tournant de la nature, avec, bien sûr, Galilée, Descartes, Newton, excusez du peu, et que tout d'un coup, en fait, on va considérer que, ces savants vont considérer que l'humain est en dehors de la nature. Avant, nous étions dans la nature, voilà, on en faisait partie, et puis après, le soleil, par exemple, émet les photons qui rentrent dans notre œil, et puis je vois le soleil, mais en fait c'est moi qui reçois les photons et j'interprète cette information. Donc je ne suis plus dans la nature, je suis en dehors comme un observateur. Et c'est là que naîtrait la notion d'objectivité. Et vous voyez que bien sûr la science se pique d'objectivité, hein. C'est très important l'objectivité. Donc il y a eu ça, et puis au XVIIe siècle, et puis après il y a... les Lumières, et puis le positivisme, avec une façon de penser l'univers, la matière, le vivant et l'humain. Comment ? Parce que, tout simplement, et d'ailleurs pour nous c'est juste une évidence, parce que si vous êtes là, vous êtes dans une faculté de médecine, et donc le savoir de cette faculté, c'est ça, tout est constitué de particules, d'atomes, de molécules, qui s'associent en cellules, qui s'associent en organes, y compris le cerveau, et nous sommes comme ça. Voilà, et c'est juste comme ça, c'est juste vrai. Et c'est difficile de dire que c'est faux. C'est vrai. Et
Alors en médecine, eh ben, à partir de là, on a Claude Bernard et Pasteur, et ils construisent la pensée médicale comme ça, c'est que il y a un malade, donc un sujet souffrant. Pourquoi est-il souffrant? Eh bien parce que à l'intérieur de son corps, il y a des organes dont certains dysfonctionnent. Si je comprends l'origine du dysfonctionnement et que je trouve un traitement qui combat l'origine du dysfonctionnement, alors le patient guérira. C'est exactement ce que dit Claude Bernard dans l'introduction à la médecine expérimentale. Oui, c'est une médecine rationnelle. Et après, Pasteur arrive, il trouve les microbes, et après on a des antibiotiques, on sauve l'humanité. Donc bravo pour la médecine rationnelle. Bravo. Alors, en fait, il n'y a pas une médecine rationnelle, il y en a deux. Et c'est ça qui est curieux, c'est un peu comme les chrétiens, vous savez, il n'y en a pas qu'un seul type, il y en a plusieurs types. Donc, et d'ailleurs, ils ne s'aiment pas trop forcément les uns les autres. Hein. Et donc, il y a en fait deux catégories dans la médecine rationnelle. Il y a ceux qui aiment la biologie et ceux qui aiment les statistiques. Hein. Et c'est vraiment un qui a une pensée universaliste, le biologiste a une pensée universaliste, c'est-à-dire tous les humains ont un cœur, deux yeux, un nez, etc. Tous. Voilà. Donc et j'explique maladie de façon universelle. Alors que le statisticien, il dit, j'en sais rien, tout ça. D'abord, je vois que mes patients ne sont pas tous pareils, donc quand même, mais je vais évaluer les médicaments en moyenne. C'est randomisé, c'est l'évidence-based medicine. Voilà. Donc on a comme ça deux courants de rationalité médicale. Et d'ailleurs, c'est pas dit tant que ça qu'il y a deux courants qui diffèrent. Et encore une fois, ils ne s'aiment pas. Quand il y a des contrats, de l'argent à avoir auprès du ministère, il y a de vraies tensions autour de ça. Alors, ok, très bien. Et d'ailleurs, la biologie, grâce à ça, on a eu des vaccins ARN. Et puis grâce aux essais randomisés, on a pu montrer qu'ils étaient efficaces. Et grâce à ça, on est ensemble aujourd'hui. Enfin, peut-être, sûrement. Donc très bien. Alors néanmoins, il y a quand même des gens qui n'ont pas été d'accord avec ça et qui ont dit, donc il y a un philosophe allemand qui s'appelle Wilhelm Dilthey, qui dès le 19e siècle, il dit, d'accord, on voit les sciences de la nature, c'est fantastique, mais vous n'expliquez pas tout. Vous n'expliquez pas l'humain. Parce que c'est trop compliqué. Compliqué, ça veut dire que c'est trop multidimensionnel, en interaction et de façon non linéaire. Et donc, alors qu'expliquer, ça veut dire réduire et trouver des enchaînements de causalité comme si j'ai du sucre dans le sang, c'est le foie qui l'a fabriqué, ou c'est moi qui l'ai ingéré. Voilà, c'est des liens de causalité comme on a beaucoup en médecine. Pourquoi avez-vous un infarctus du myocarde? Parce que vous avez un syndrome métabolique, donc une hypercholestérolémie, donc ça bouche les artères, donc j'ai fait un infarctus. Voilà, on a un enchaînement d'explications et le traitement et la prévention va jouer sur cette explication. Et Wilhelm Dilthey, il dit, oui, mais avec un humain, dans sa vie, on ne peut pas expliquer. C'est trop compliqué, on peut le comprendre et pas l'expliquer. Et c'est la naissance des sciences humaines et sociales, et c'est le clivage qu'il va y avoir entre les sciences humaines et sociales et les sciences de la nature, qui perdure d'ailleurs dans une large mesure aujourd'hui. Alors, bien sûr, dans cette faculté de médecine, figurez-vous qu'il y a, en premier et second cycle d'études médicales, eh bien 600 heures de cours de bio quelque chose, donc de médecine rationnelle, et entre 1 et 15 heures de cours de psychologie médicale. Donc, vous voyez comment... oui, on va expliquer les maladies, les organes, la physiologie, etc., et comment guérir les gens, les maladies, etc., etc. Mais comprendre le sujet, c'est un trou dans la raquette. Il n'y a pas d'enseignement pour comprendre un sujet. Et on a envie de dire, c'est assumé, si ça naît à ce stade. Et quand on regarde dans le détail, c'est quand même un paradoxe. C'est quand même un paradoxe, à l'heure où on dit que le patient doit être au centre du système de soins, etc. Ben oui, mais sauf que le patient n'est pas au centre de l'enseignement de la médecine, et pas même au centre de la pratique médicale. C'est évident. Et d'ailleurs, on le sait bien, les patients s'en plaignent. Alors,
du coup, c'est vrai que nous, soignants, dans notre pratique, la vie est un peu compliquée, puisque quand nous accueillons un patient, eh bien, alors, quand on est psychiatre, c'est encore plus vrai, nous accueillons un patient qui a des organes, et bien sûr que nous allons nous occuper de ces organes, parce que c'est indispensable, tellement que le savoir est important, et tellement qu'il est utile pour lui sauver la vie à ce patient, ou pour abréger sa souffrance, oui. Donc il a des organes, et puis il y a un savoir statistique, donc il faut que je sache qu'un patient qui a un diabète de type 2, je vais lui donner des IEC, des statines, éventuellement un hypoglycémiant, etc., parce que c'est prouvé, voilà. Et donc j'ai ça, et je suis formaté, et j'ai appris tout ça, mais c'est aussi quelqu'un à qui je vais serrer la main, que je vais accueillir dans mon cabinet, nous allons nous asseoir, nous allons parler, et dans cet échange, il va y avoir une intimité forte. Pourquoi ? Parce que quand vous allez voir un médecin, vous réalisez tout d'un coup qu'un jour vous allez mourir. C'est toujours comme ça. Hein. Nous l'oublions sans arrêt, mais quand nous sommes face à un médecin, nous nous rappelons, même si c'est pour une tache de psoriasis, le symbole est là, je suis face à un médecin, je réalise que la vie est finie et que c'est pas drôle. Et ça n'a rien à voir avec la médecine rationnelle. Ça n'a rien à voir. Et donc, or, nous sommes tous obligés en tant que soignants, donc d'être comme ça, clivés en trois. Nous nous intéressons à un patient qui a des organes, à un savoir statistique et à un sujet de la rencontre. Et là, le problème, c'est que le sujet de la rencontre, en fait, on n'a jamais été confronté à ça. Alors, du coup, nous sommes fâchés. C'est-à-dire que le patient, il est fâché, parce qu'il se rend bien compte qu'en face de lui, alors s'il a de la chance, il voit un médecin avec qui la rencontre se passe. Parce qu'il y en a plein, il y a plein de médecins ou de paramédicaux qui ont ça comme ça. C'est leur existence qui fait que ils arrivent à rentrer dans la rencontre. Et puis il y en a d'autres, alors c'est d'autant plus pratique maintenant qu'on doit saisir des informations sur les dossiers médicaux informatisés, plutôt que de les regarder le patient, il regarde l'écran d'ordinateur. Hein. Et les patients n'aiment pas ça. Les patients n'aiment pas que le médecin regarde l'écran d'ordinateur. Et vous voyez, ce qui est curieux, c'est que, est-ce que vous avez déjà vu une recommandation de la Haute Autorité de Santé qui dit que les soignants doivent regarder les patients quand ils leur parlent? Mais vous voyez, ça vous fait rire. Mais c'est quand même extraordinaire de voir toutes les recommandations qu'il y a, et il n'y a jamais de recommandation pour dire comment il faut être dans la rencontre avec le patient. Donc on est vraiment quelque part dans une tâche aveugle. Donc les patients ne sont pas contents, du coup ils vont voir des soignants qui proposent des soins qui échappent à la médecine occidentale. Et vous savez que c'est un souci en ce moment, et donc c'est en particulier pour ça que je suis là. Et puis l'autre problème, c'est que comme ils sont mal dans leur rencontre, quand le médecin fait une prescription, ils ne prennent pas les médicaments parce qu'en fait, ils n'ont pas la conviction que ce médicament leur est destiné à eux en tant que sujet. Et vous savez aussi que c'est un problème majeur aujourd'hui. Et puis les soignants, eux aussi, sont fâchés parce que la plupart sentent que cette rencontre est indispensable et qu'elle peut faire beaucoup de bien et qu'elle peut faire beaucoup de mal. Et du bien et du mal à la fois aux soignés et aux soignants. Un soignant peut souffrir de sa façon d'être avec les patients. Alors, quelles sont les solutions ? Eh bien, nous avons été surpris à la commission 3 de voir en auditionnant, on a auditionné des philosophes, des sociologues, des anthropologues, des psychanalystes, des dermatologues, des cancérologues, etc., des patients à propos de cette question, eh bien, un certain nombre, et des gens très sérieux, à la fois patients et médecins, disent, c'est foutu, la médecine est devenue trop technique, et donc les médecins regarderont les scanners, réduiront avec le patient arrive, on le réduit avec une sémiologie clinique et paraclinique, on en arrive à une prise en charge,
que l'on prescrit, mais la prise en charge du sujet lui-même va être dédiée à un autre soignant, à choisir en fonction de sa spiritualité. Voilà, c'est-à-dire que si je suis témoin de Jéhovah, vegan, etc., eh bien je vais choisir un soignant qui va m'écouter en tant que je suis, moi, dans mon identité, dans mon humanité. Je vais le choisir et nous allons discuter de tout, y compris de ce qu'a dit le médecin, et je vais pouvoir décider à la suite de ça si j'accepte d'être soigné ou pas. Et enfin, j'en suis resté complètement scié, parce que c'est bien sûr absolument pas pour ça que j'ai fait de la médecine. C'est pas du tout, et en plus je suis intimement persuadé que ça va pas marcher. Mais c'est pas parce qu'on est persuadé que ça va pas marcher que ça va pas arriver. Donc il y a une alternative, bien sûr, c'est d'intégrer. C'est-à-dire, eh bien, d'accepter que la question de la rencontre soit appropriée par le soin médical. Alors là, la question c'est comment ? Comment ? Parce que c'est compliqué une rencontre. C'est que nous qui construisons notre médecine selon une mythologie rationnelle, comment aborder la question de la rencontre sous un angle rationnel ? Et là c'est compliqué, pourquoi ? Parce que, alors, en quelques minutes, qu'est-ce qu'une rencontre ? Alors, on peut faire semblant de se rencontrer, hein. D'ailleurs, le plus souvent, on fait comme ça. Ça s'appelle, les Anglais, ils ont le terme casual conversation, c'est la discussion de bistrot. En fait, on se parle sans rien dire, on est juste à côté, juste pour dire qu'on n'est pas ennemis les uns des autres, et puis voilà, ça passe. Non, dans le soin, c'est une vraie rencontre, dans l'intimité, comme dans un couple un peu. Hein. Il y a une intensité de la rencontre qui est très forte. Eh bien, ces moments de rencontre, de mon point de vue, sont des moments psychotiques. Alors, pas psychotiques au sens de la schizophrénie, je vois mes collègues psychiatres ça y est, il n'a pas assez dormi cette nuit, c'est la catastrophe. Non, psychotiques au sens des lacaniens, alors là, je les vois encore plus. C'est-à-dire, je suis dans un moment où mon moi est en tension. Et mon moi, le fait que je suis un sujet homogène, voilà, par moment, quand on est très fatigué, vous voyez, il y a une espèce de dissolution un peu de la conscience, quand on a consommé des toxiques comme de l'alcool, etc. Donc, voilà. Et par moment, vous pouvez vous sentir déstabilisé par une rencontre, et ça peut même être extrêmement violent. Quelques mots peuvent porter atteinte à votre intégrité du moi. La rencontre peut être profondément déstabilisante. Et une rencontre dans le domaine de la médecine peut être redoutablement déstabilisante. Et cette déstabilisation, qui est une attaque du moi, c'est un moment psychotique. Et donc, c'est très difficile de caractériser ça en termes rationnels et scientifiques. Alors, ça l'est d'autant plus que le fait d'être malade, c'est aussi un moment psychotique. Quand vous êtes malade, vous réalisez qu'en fait, la vie n'est pas aussi simple que ça. Parce que nous, quand nous vivons, nous oublions qu'en fait, nous oublions par exemple que nous avons des organes. C'était même dans la définition de la santé autrefois, la vie dans le silence des organes. Quand nous vivons, nous ne réalisons pas qu'à l'intérieur, c'est compliqué. Quand je suis malade, je réalise qu'en fait, ce que je suis, je n'avais pas vraiment conscience de ce que c'était. Eh bien, quand on est comme ça, c'est une déstabilisation du moi, c'est un moment psychotique. Donc la rencontre dans le soin, c'est terriblement déstabilisant, terriblement psychotique. Alors, comment on va gérer, comment un clinicien peut-il gérer ce qui se passe, cette rencontre ? Eh bien, en pratique, aujourd'hui, eh bien, il est obligé de se former à des pratiques non conventionnelles. Alors, au sens très large, ça peut être des TCC, la psychanalyse, en psychiatrie, tout ça, c'est des pratiques non conventionnelles. Et au sens où, dans cette faculté de médecine, en fait, au premier et second cycle, on n'apprend pas tout ça, on le mentionne, mais on ne l'apprend pas. Donc, les médecins homéopathes, l'homéopathie, c'est une façon de rentrer dans la rencontre. Et la granule homéopathique n'est que le vecteur de cette rencontre.
Et c'est pas très grave qu'il n'y ait rien dedans, c'est pas le problème. Hein. La question, c'est le soin homéopathique et le fait qu'il conduit à une rencontre particulière. Et bien sûr, l'hypnose, c'est une façon d'être dans la rencontre. Très particulière. Alors, les hypnoses, je devrais dire, vous êtes des spécialistes. Hein. Donc, les hypnoses, c'est une façon d'être dans la rencontre. C'est une façon, d'ailleurs, j'ai l'impression, alors moi je vous dis ça en toute naïveté, hein, c'est que le soigné qui décide de faire le pas et d'aller dans une consultation où il va bénéficier d'hypnothérapie, eh bien, il accepte que la parole de l'autre puisse porter atteinte à son soi. C'est accepté. Et donc, il faut une bienveillance toute particulière du soignant qui est responsable de cette situation de vulnérabilité. Alors, j'en arrive à la conclusion et à la question du TAC, c'est que, bon, ok, on va dire, on va faire comme ça, mais oui, mais le problème, c'est que tous ces soins non conventionnels, ils ne sont pas compatibles avec la mythologie rationnelle de la médecine. Toutes les théories qui sont sous-jacentes à l'homéopathie, même à la psychanalyse, et même au TCC, entre nous, hein, c'est pas parce que dans les TCC il y a cognitif que ça a à voir avec les sciences cognitives, hein, c'est plus compliqué que ça. Non, tout ça c'est de la pratique avec derrière des théories qui sont des théories pas, en général pas scientifiques, hein, pas étayées, l'acupuncture, etc., etc. Alors on va dire, tant pis, ce qui compte en médecine c'est le pragmatisme. Et après tout, il n'existe pas de théorie du tout, de tout l'humain. Et on est obligé d'avoir des feuilletages théoriques. Donc on va être médecin et puis homéopathe. Alors oui, je prescris des granules où il n'y a rien dedans, mais après tout, ça fonctionne. Et puis voilà. Alors on peut s'arrêter là, mais là en tant que scientifique, moi ça me dérange. Ça me dérange. Alors, quelles sont les solutions? Là aussi, eh bien, alors ça me dérange en particulier, ça on le voit avec l'acupuncture, c'est évident. L'acupuncture qui est un soin qui a un réel intérêt clinique, hein, mais qui n'est incapable d'évoluer depuis des siècles, voire même des milliers d'années. C'est un soin qui est figé. Pourquoi il est figé? Eh bien, parce qu'il relève d'une mythologie irrationnelle. Les méridiens, etc., c'est pas une mythologie rationnelle, hein, c'est pas réfuté, etc. Et je dis pas que c'est mal que ce soit irrationnel, mais c'est juste que, comme c'est pas ouvert à la réfutation scientifique, eh ben ils sont coincés dans leur mythologie. Ils avancent pas, ou très lentement. Alors que c'est la force de la science, hein. Quand on réfute, on peut montrer que ça marche pas. Et quand ça marche pas, on modifie pour montrer que ça marche mieux. Et comme ça, le soin avance. Ça, c'est éminemment respectable. Donc il faut que intégrer ces soins dits alternatifs ou non conventionnels dans la mythologie rationnelle de la médecine. Je pense que c'est vraiment indispensable. Et là, il y a deux solutions pour le faire. La première, et je pensais que c'était la seule, c'est de dire, eh bien, ok, on va être pragmatique, c'est-à-dire on va tester statistiquement et on va regarder, on va décomposer le soin, et on va voir là-dedans qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Les TCC, on fait ça très bien. Les psychanalystes commencent à le faire. Les ostéopathes également. Oui, dans l'ostéopathie, on est complètement dans une mythologie rationnelle, mais il y a des volontés d'évaluation et de regarder ce qui marche moins, la manipulation du crâne, etc. Et ça, c'est rentrer dans une démarche qui relève de la rationalité. Alors, il y en a une autre, et vous allez vous y reconnaître, bien entendu, c'est de dire, je vais faire appel à la physiologie pour essayer de mettre en tension mon soin et de voir à l'intérieur de ce soin ce qui pourrait être modifié pour le rendre plus efficace. Eh bien, figurez-vous, je crois que c'est le seul qui fonctionne comme ça. Je crois que c'est le seul. La cryothérapie fait un peu ça. Vous voyez, la cryothérapie, il y a une volonté
d'étayer le soin sur des mécanismes physiologiques, et la cryothérapie, ça ne marche pas. C'est là qu'on voit que, vous voyez, les limites de s'ancrer dans un savoir théorique biologique. C'est pas parce qu'un soin est ancré dans un savoir biologique théorique fort que l'on garantit que ce soin est efficace. Néanmoins, ça permet de le faire progresser. Et ça, on le voit avec les médicaments. On le voit avec les médicaments. Vous avez des médicaments qui ont des mécanismes d'action extrêmement intéressants, qui ne sont pas efficaces, sauf qu'en général, ils sont efficaces. C'est parfois qu'ils ne le sont pas. Et donc, clairement, les TAC, tels que je vous lis, ont décidé d'améliorer un certain type de pratique en tenant compte des connaissances des neurosciences. Honnêtement, vous m'auriez dit ça il y a 10 ans, j'aurais pas parié que ça pourrait marcher. J'aurais pas parié que ça pourrait marcher parce que le pont qu'on peut faire entre les neurosciences et le fonctionnement psychique d'un sujet souffrant est quand même extrêmement hasardeux et il y a beaucoup à enjamber. Et souvent c'est spéculatif et souvent on manque d'humilité. Néanmoins, en lisant ce que je vois, je remets mon a priori en question et pour cela je vous remercie beaucoup de m'avoir fait progresser. Merci pour votre attention.